Bonjour, compte rendu de partie de jeu de rôle aujourd'hui avec la première séance du scénario Le plus vieux rêve de l'homme pour Barbarians of Lemuria. Il est dû à Arnaud Prié et figure dans le supplément chronique lémurienne, page 42 à 57. L'illustration de cette vidéo et de l'article provient de ce scénario, page 47, et est due forcément à Emmanuel Roudier. Il y avait 6 joueurs qui avaient déjà participé au précédent scénario, à savoir Maria Jammer, Les Larmes de Jouvence, Un Ennui Mortel et La Tour d'Ajaskar. Vous trouverez tout ça aussi bien sur le blog que sur la chaîne YouTube. Ils incarnaient Calef, originaire des marais de Festrel, Batelier 1, Mendiant 0, Voleur 1, Ménestrel 2, Liu Junmi, un Gatai d'ascendance Shilou, Barbare 0, Mercenaire 1, Dresseur 1, Gladiateur 2, Mirkan, originaire de Tyrus, Gamin des rues 1, Chasseur 3, Forgeron 0, Soldat Archer 1, Narjeva, originaire d'Urseb, Esclave 0, Courtisane 1, Assassin 2, Prêtresse de Némeret 3, Népule Comrax, originaire de Zalut, Scribe 2, Alchimiste 4, Marchand 0, Médecin 1, Sorcier 1, et enfin Redard Finken de Parsoul, Docker 0, Matelot 1, Mercenaire 3, Marchand 1. Et voici le compte-rendu de cette séance sur la base des notes de Maître Népule Comrax. L'aventure commence dans l'auberge d'un petit village anonyme du Valgarde, perdu au milieu des contreforts des montagnes de l'Axos. Redard Finken est là pour récupérer une cargaison de peaux de moufette. Népule, comme souvent, profite de l'occasion pour voyager sous escorte, selon son expression. Il est à la recherche d'échantillons de roches granitiques qui présenteraient un certain potentiel alchimique. Narjeva a besoin de se renflouer après son exclusion du clergé de Némeret pour absence répétée. Forcée de reprendre ses activités d'assassin, elle a donc accepté à contre-cœur de signer un contrat avec la compagnie Finken et Finken pour retrouver un mauvais payeur. Liu, accompagné de son ours Kuma, s'est joint à la caravane, tout comme le barde Calef et l'archer Mirkan. Dès l'arrivée de ses compagnons dans la salle commune, 3 heures auparavant, Népule s'était lancé avec l'enthousiasme du néophyte qui ne doute de rien, dans un monologue abscon et prétentieux à propos des rituels d'invocation du second cercle qu'il aurait réussi récemment. Calef tente de couvrir ses paroles en chantant aussi fort que possible, mais aux grandes dames de ses compagnons qui subissent depuis des jours cette logorée, l'apprenti sorcier ne semble pas s'en apercevoir et parle naturellement plus fort, comme si son discours pédant pouvait intéresser qui que ce soit. Par chance, l'aubergiste se moque complètement de tout cela. Il faut dire que les aventuriers sont présentement ses seuls clients. Vers le milieu de la journée, la porte de l'auberge s'ouvre brusquement. Une silhouette menue, emmitouflée dans d'épaisses fourrures, s'avance en titubant et chute lourdement au sol. L'assistance est médusée, à l'exception de Népule qui ne s'est rendu compte de rien et poursuit son laïus, mais Mirkan inquiet le rappelle à l'ordre et il se tait enfin. L'aubergiste est le premier à se précipiter vers ce voyageur mal en point et commence par ôter ses capuches, révélant le visage d'une jeune fille qu'il reconnaît immédiatement. Il s'agit de Johanna l'homme, la nièce de Zacharias l'homme. Elle paraît très faible et n'a sans doute rien mangé depuis plusieurs jours. Sans attendre, avec l'assistance de son épouse, l'aubergiste fait installer la pauvre fille dans une chambre à l'étage. Interrogé par les aventuriers, l'aubergiste leur parle de cette jeune fille qu'il apprécie particulièrement. Après la mort accidentelle de ses parents, Johanna s'est naturellement réfugiée auprès de son oncle Zacharias l'homme, un genre de savant. Tous deux occupent un fortin situé plus haut dans les montagnes de l'Axos, au niveau du col gelé. Il faut au moins 3 jours pour rejoindre ce col à dos de Croarc ou de Parvalus, et le chemin est malaisé. Or, Johanna est arrivée à pied. Pour qu'elle ait pris le risque de descendre ainsi, au risque de mourir de faim, de froid et d'épuisement, il faut qu'il se soit produit là-haut quelque chose de très grave. Le lendemain matin, à l'heure du petit déjeuner, la jeune fille fait son apparition dans la salle commune. Elle paraît remise de son voyage précipité grâce aux soins prodigués par l'aubergiste et son épouse. Mais sa panique est manifeste et elle presse aussitôt les aventuriers de lui accorder leur aide. Elle semble réellement désespérée. La situation est critique, son oncle est en mauvaise posture, peut-être même est-il mort à l'heure qu'il est. Elle expose rapidement les faits. 3 jours plus tôt, elle était dans la cour du fortin quand des hommes oiseaux, une bonne trentaine au moins, ont attaqué la tour. Il n'avait pourtant jamais eu de problème avec eux. À ce moment, son oncle travaillait dans son atelier au dernier étage de la tour. Il était pris au piège, et elle n'a pu s'enfuir juste à temps à dos de Croarc que parce qu'elle était près de l'écurie. Plus loin, elle a été attaquée par le légendaire Mitunga, un oiseau gigantesque qui l'a obligée à abandonner sa monture. C'est pourquoi elle a dû descendre à pied en toute hâte jusqu'à l'auberge. Narjeva et Redart tentent d'en savoir plus sur les activités de Zacharias et de sa nièce. Que peuvent-ils bien faire dans un lieu si reculé ? Après un temps d'hésitation, elle leur répond qu'elle aidait son oncle dans ses recherches sur les corbasses, une espèce d'oiseau qui niche à proximité du col.
Il s'agit de partir immédiatement pour secourir Zacharias. L'aubergiste propose de vendre des parvalus aux aventuriers pour leur permettre de rejoindre le fortin au plus vite. Redart s'apprête à négocier leur prix, mais la femme de l'aubergiste s'interpose, scandalisée. Un homme a besoin d'aide et son mari ne songe qu'à faire des affaires. Elle offre d'autorité les parvalus aux aventuriers, qui les acceptent volontiers. Ces robustes chevaux paraissent en effet indispensables pour rejoindre le col gelé. Sans plus attendre, les aventuriers rassemblent leur équipement et partent à l'assaut des montagnes de l'Axos. Les aventuriers échangent avec Johanna tout au long du trajet. Elle est intarissable à propos des Corbasses, et personne, à l'exception de Népule, n'est capable de suivre cet exposé qui relève de l'ornithologie de pointe. L'ascension devient plus raide et malaisée, la route est encombrée d'éboulements, et se réduit par endroits en d'étroits défilés. Le deuxième jour, le groupe tombe sur le cadavre d'un croarque que Johanna reconnaît aussitôt. C'est celui qu'elle a dû laisser 5 jours auparavant. Il a été en partie dévoré, ses os sont brisés et il porte de multiples traces de griffures, très certainement infligées par le Mitunga. Dans les fentes qui contiennent surtout des provisions gelées, Johanna récupère un carnet de notes qu'elle place dans sa propre sacoche. Plus tard, au bivouac du soir, elle accepte de prêter ce carnet à Népule. L'alchimiste y découvre de nombreux croquis anatomiques, tous dessinés par la même main experte. L'alchimiste ne comprend pas tout, mais s'aperçoit que la capacité de vol de ces créatures semble avoir particulièrement intéressé le savant. Johanna confirme cette impression. La curiosité de Népule l'interpelle. Il lui révèle sa qualité d'alchimiste, mais il est frigorifié, ce qui le rend peu enclin à la conversation. Redart interroge à son tour la jeune fille pour en savoir plus sur la configuration des lieux entourant le fortin. Celui-ci est essentiellement troglodyte, creusé directement dans la montagne et flanqué d'une cascade à l'ouest. Le seul accès qui s'offre aux aventuriers est un étroit défilé au sud qui débouche directement sur le rez-de-chaussée du fortin. Les hauteurs qui bordent le défilé abritent une colonie de plusieurs milliers de corbasses et la jeune fille met en garde le groupe. Ces oiseaux ne sont pas loin du monde agressif, mais ils n'ont pas l'habitude de voir passer des compagnies si nombreuses. Si le passage du groupe les perturbe, une seule corbasse pourrait provoquer l'envol massif de la colonie, ce qui attirerait inévitablement le terrible Mitunga, dont les cris perçants se font entendre par intermittence dans les montagnes environnantes. Au matin, le groupe se remet en route pour la dernière journée de voyage et arrive rapidement au niveau du défilé et donc de la colonie de Corbasses. Johanna fait signe de s'arrêter à bonne distance. Elle descend de son parvalus et commence à progresser plus lentement. Elle demande au groupe de faire de même, deux par deux. Népule lui emboîte le pas en tâchant d'imiter chacun de ses gestes. Suivent Narjeva et Mirkan, puis Kalef et Liu. Redart ferme la marche. Tous redoublent de discrétion et passent sans encombre malgré la tension palpable. Contre toute attente, ils sont passés sans provoquer l'envol de la moindre corbasse. Ils échappent au Mitunga. À l'autre bout du défilé, les aventuriers aperçoivent le fortin. Derrière le rempart à moitié effondré, la tour a manifestement été remise en état pour être rendue habitable. Kalef, Narjeva et Mirkan avancent en éclaireur, sans repérer aucun signe d'activité aux abords du fortin. Ils poussent la reconnaissance jusqu'au rempart nord. Au-delà, une étroite corniche borde la falaise vers le nord-est. L'entrée de la tour paraît tout aussi déserte que ses environs immédiats, mais Mirkan entend un grognement en provenance de l'écurie. Les aventuriers se réunissent, les armes à la main, et s'approchent de la porte entrebâillée, à travers laquelle Liu reconnaît le grognement d'un ours qui a sans doute trouvé là un lieu confortable pour hiberner. Entrés dans l'écurie, les aventuriers se mettent en ordre de bataille. L'animal est imposant et grogne de plus belle, mais il est encore un peu somnolent, et sa charge contre Redart est maladroite. Népule s'essaie à la magie et lance de ridicules étincelles qui entament à peine le cuir de l'animal, mais n'empêchent pas le sorcier débutant de se rengorger. Les moulinets de la hache bien affûtée de Redart et les coups précis portés par Narjeva blessent plus profondément l'animal, qui essuie une pluie de flèches en provenance de Kalef et de Mirkan, tandis que Liu le frappe sans relâche de ses poings d'acier. Furieux, l'ours se tourne vers le dompteur du canard, mais se montre toujours aussi maladroit. Son cuir épais le rend toutefois résistant, et les aventuriers doivent s'employer plusieurs minutes pour le terrasser. Mais après une dernière blessure infligée par le sabre de Narjeva, le crâne de l'ours éclate sous les poings de Liu. Après avoir installé les parvalus dans la tanière redevenue écurie, le groupe accède à une cour intérieure qui donne sur l'entrée de la tour au nord, laquelle est cependant barrée de l'intérieur. Vers l'est, une porte donne accès à la partie troglodyte du fortin via une vaste pièce tenant lieu à la fois de cuisine et de réfectoire avec une réserve au sud. Cette première pièce donne sur un couloir qui débouche sur l'habitat troglodyte à proprement parler. Une porte à gauche ouvre sur une armurerie désaffectée où Népule, animé par quelques nouvelles lubies, récupère une épée rouillée. Un peu plus loin, les geôles semblent tout aussi peu utilisées, à l'exception de la dernière, qui abrite un cadavre.
Le cri de détresse de Johanna révèle sans l'ambiguïté l'identité du mort. Il s'agit de son oncle Zacharias. Le cadavre ne présente aucune trace de blessure. Enfermé depuis 6 jours, il est sans doute tout récemment mort de faim et de froid. Autour de lui, la cellule est parsemée de plumes. Népule, qui a bien observé les croquis de Zacharias, ne reconnaît pas le plumage des corbasses et s'en ouvre à ses camarades. Les hommes-oiseaux sont sans doute passés par là. Johanna, qui s'est quelque peu reprise, remarque qu'un objet fait défaut, le collier que portait son oncle, qu'il avait toujours autour du cou, et dont elle possède elle-même une réplique exacte. On le lui a forcément volé. Elle se lève et prend la direction de la tour d'un pas décidé, tandis que Narjeva rend les derniers hommages au vieil homme. Le rez-de-chaussée de la tour est une pièce à vivre sans grand intérêt. Johanna ne s'y arrête pas et se dirige en silence vers les étages supérieurs, talonnée par le reste du groupe. Le second étage est une chambre qu'elle partageait avec son oncle. Sur un lutrin, Népule remarque un grimoire d'une rareté exceptionnelle intitulé « De l'art du lien invisible » qui mêle sorcellerie et alchimie. Cet ouvrage s'intéresse notamment à la fabrication d'objets permettant de communiquer d'esprit à esprit, voire de les contrôler. Il le glisse discrètement dans son sac, tandis que Johanna est déjà en route vers l'étage supérieur, où les aventuriers remarquent un établi de tanneur et une grande cheminée abritant une forge de précision, destinée à la fabrication de petits objets. Les corbasses sont omniprésentes sous la forme de croquis anatomiques et de cadavres dans des cages ou dans des bocaux de formol. Les aventuriers devinent que Johanna ne leur a pas tout dit et la presse de s'expliquer. Elle leur fait signe de la suivre tandis qu'elle s'engage dans un escalier plus étroit qui mène au toit de la tour. Une pure création alchimique y trône, produisant une forte odeur de formol. C'est un gigantesque oiseau artificiel, fabriqué avec la chair morte et les plumes d'une multitude de corbasses. Johanna le désigne comme la merveille, le chef-d'œuvre de son oncle, qui devait leur permettre de voler enfin comme il le désirait depuis si longtemps. À y regarder de plus près, pendant que Johanna badigeonne les plumes du golem d'une substance destinée à éviter sa décomposition, les aventuriers remarquent une multitude de petits objets au sol, des baies dans de petits paniers, des gemmes précieuses, sans doute des offrandes apportées par les hommes-oiseaux. Népule examine le collier de Johanna, fabriqué récemment. Il le rapproche aussitôt du grimoire de l'art du lien invisible. Le premier collier est censé servir au pilote et le second doit être porté par la merveille. Johanna précise qu'aucun essai de vol n'a encore pu être réalisé, faute de connaissances suffisantes sur les techniques appropriées, la connaissance du vent, etc. Népule, émerveillé par la prouesse scientifique réalisée par Zacharias l'homme, rassure Johanna sur un point: si le second collier est perdu, il se sait capable d'en fabriquer une réplique à l'aide du grimoire et de l'exemplaire de la jeune fille. Toutefois, une telle opération nécessiterait plusieurs semaines de travail. En attendant, il s'agit surtout pour Johanna de prendre soin de la merveille et pour les aventuriers de se préparer pour une éventuelle attaque des hommes-oiseaux. Reddart suppose en effet qu'ils viennent tous les jours rendre hommage aux volatiles et propose d'attendre le matin pour les accueillir. Mirkan tente d'améliorer les javelines et les hallebardes trouvées dans l'armurerie, mais le matériel dont il dispose est insuffisant et ses armes resteront fragiles. Népule se livre à un sortilège de vision qui lui demande 3 heures d'incantations étranges, de danses et de méditation, à l'aide d'une plume d'homme-oiseau trouvée dans la cellule de Zacharias. Ses compagnons l'observent perplexes puis finissent par s'en désintéresser, mais contre toute attente, à l'issue de ce rituel interminable, il perçoit par fulgurance une scène qui s'est déroulée il y a un certain temps dans les cachots du fortin. Zacharias y interroge longuement Ourea, une femme oiseau, au sujet des techniques de vol. Népule court informer ses compagnons de ce revirement inattendu. Zacharias l'homme a donc séquestré cette femme oiseau, et l'attaque de ses congénères visait sans doute d'abord à la libérer. Reddart est furieux. Cela signifie que Johanna leur a au moins caché une partie de la vérité, et qu'elle est prête à tout, comme l'était son oncle, pour voler un jour sur le dos de la merveille. J'ai utilisé en guide d'illustration sonore de cette séance diverses musiques dont je n'ai comme de juste pas les droits, qui demeurent à leurs propriétaires respectifs. Durant cette séance, j'ai eu recours au morceau The Awakening de Nightmare Lodge sur la compilation Anthologies The 5th Anniversary Compilation du label Anzen, et surtout aux bandes originales des jeux vidéo The Elder Scrolls V, Skyrim et Darkest Dungeon. Comme d'habitude, j'ai réservé l'immortelle bande originale de Conan le Barbare de John Milius par Basil Polidoris pour la préparation de la partie et son débrief. Et vous trouverez également l'enregistrement de la séance dans une autre vidéo. À suivre.